Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le 26 avril et nous sommes en direct pendant 60 minutes pour décrypter avec vous et pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir, c'est Ahmed Ibrahim, vous êtes chargé d'études au sein du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social. Merci d'être avec nous ce soir. Idir Ouguendi, vous êtes acteur associatif, membre du mouvement SOS 9713 et de l'Amicale marocaine des handicapés. Et enfin, Mustafa Zahir, vous êtes directeur de l'AMSAT, l'association marocaine de soutien aux personnes trisomiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plus de 2 200 000 personnes, c'est le nombre de Marocains et de Marocaines qui sont atteints d'un handicap dans notre pays. C'est ce qui ressort de la deuxième enquête nationale de prévalence lancée en 2014 par le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social, dont les résultats ont été présentés aujourd'hui même. L'occasion pour nous de revenir sur la situation des personnes en situation de handicap au Maroc, de l'évolution des chiffres par rapport à la dernière étude qui datait de 2004 et sur le cadre juridique censé apporter une protection plus renforcée à nos concitoyens atteints de handicap. Enquête sur le handicap. Quel bilan? C'est le titre de l'émission de ce soir. Une deuxième enquête nationale sur le handicap, une occasion pour aborder le quotidien d'une population éprouvée sur plusieurs niveaux. Réalisée sur un échantillon de 16 044 familles en 2014, cette enquête révèle des chiffres éloquents. Un ménage sur 4 compte en son sein au moins une personne en situation de handicap, soit 24,5% des ménages marocains. Toujours selon les résultats de l'enquête, le Royaume compte quelques 2 264 672 personnes en situation de handicap. Cette enquête est extrêmement importante car elle nous a permis d'avoir des données chiffrées. Elles nous permettront de concrétiser les politiques publiques au profit des personnes en situation de handicap de manière efficace. Ces données devraient également faciliter l'entrée en vigueur du projet de loi cadre relatif à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Selon l'ancien découpage régional, l'enquête a montré que certaines régions se situent au-delà de la moyenne nationale. C'est le cas de l'Ayoun, Boujdour, Saqiya al-Hamra, Tanger, Tétouan et Tadla Zilal. D'après l'enquête, plus de 50% des personnes en situation de handicap souffrent de déficience motrice, 25% de déficience mentale et 23,8% de déficience visuelle. Aujourd'hui, la personne en situation de handicap commence à sentir que la question du handicap interpelle la société marocaine. Cette prise de conscience est due au débat au sein du Parlement et du gouvernement. Durant les 5 derniers mois, il y a eu une réelle communication avec cette population. À travers cette enquête, le ministère de tutelle veut mettre en place une nouvelle base de données statistiques. Elle devrait permettre de mesurer le degré de prévalence du handicap à l'échelon national et régional, mais aussi d'identifier les dimensions économiques, sociales et culturelles des situations du handicap au Maroc. Bien, messieurs, nous avions déjà eu l'occasion de traiter du handicap sur ce plateau plusieurs fois. Je suis très heureux qu'on en reparle aujourd'hui, notamment à l'occasion de la sortie des résultats de cette étude, dont nous avions d'ailleurs parlé, dont nous attendions les résultats. Alors c'est vrai que on va parler des résultats de cette enquête qui sont extrêmement importantes. Ensuite, on continuera à parler de la manière avec laquelle on peut mieux intégrer nos concitoyens qui sont en situation de handicap, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit d'un point de vue social, bien évidemment. Je corrige juste votre titre, hein, si Ibrahim, vous étiez chargé d'études, vous êtes chef de division de l'intégration sociale des personnes en situation de handicap au sein du ministère. Alors, combien de temps a duré cette enquête? On l'attendait depuis longtemps. C'est une enquête qui date de 2014. Pourquoi on a attendu aujourd'hui pour avoir ces résultats, Saïd Ibrahim? Tout à fait, c'est une question très pertinente justement parce que cette enquête a duré plus d'1 an et demi. Parce que, comme vous le savez très bien, c'est sur une dizaine d'années qu'on va produire ce genre d'enquête. Deuxièmement, c'est des enquêtes très sensibles parce qu'ils touchent un domaine extrêmement important. Donc il fallait quand même faire attention au cadre conceptuel, au cadre méthodologique et quand même pour produire des chiffres qui vont servir
comme vous le savez, à l'élaboration des plans d'action et des stratégies sectorielles. Donc, sur cela, donc, on était obligé d'aller prudemment et par étapes, et de valider étape par étape, scientifiquement, techniquement, et ça nous a mobilisé aussi bien des ressources humaines que du temps et de l'effort. Et on se félicite aujourd'hui d'annoncer les résultats cette journée et dire aux Marocains la réalité telle qu'il est. Et avec tout le courage, comme vous le savez, on a transmis à tous les citoyens et citoyennes marocaines la réalité de la situation de handicap. Voilà. Alors, on va revenir bien sûr sur les principaux chiffres qui sont sortis, parce qu'on va voir qu'il y a quand même une évolution entre 2004 et 2014, et aujourd'hui qui montre finalement une évolution en termes de taux de prévalence. C'était important, je connais déjà la réponse, mais d'avoir des données chiffrées, statistiques, fiables sur la situation de handicap, sachant que lorsqu'on regarde l'étude, il y a bien sûr différents degrés d'handicap, et c'est là où c'est extrêmement important d'avoir ces nuances. C'est extrêmement important dans la mesure où, je prends l'exemple de 2004, de l'enquête 2004, c'était un outil extraordinaire de sensibilisation, de mobilisation d'acteurs, puisque vous avez parlé de la troisième émission, on en parle du handicap. Le handicap, c'est une question qui n'est pas très visible. Et donc, on attend toujours des journées, on attend toujours, voilà. Pas très visible, et qu'il n'y a pas une réelle conscience de la situation dramatique des personnes en situation de handicap par les politiques, par les décideurs de manière globale. Donc cette enquête, en premier lieu, pour parler de celle de 2004 et celle de 2014, est un extraordinaire outil de mobilisation et de sensibilisation, et un extraordinaire outil aux mains des associations aussi pour faire du plaidoyer auprès des décideurs, que ce soit sur le niveau national ou sur le niveau local. Donc ça, une première question, une première chose. La deuxième chose, c'est que ces données-là nous permettent aussi de focaliser sur des vraies problématiques et vraiment cibler, on peut ressortir les grosses problématiques qu'on peut attaquer ensemble en termes d'acteurs, en termes d'action, en termes de plaidoyer ou de politique publique. Je prends un exemple très simple entre 2014 et 2004. Il y a un chiffre qui est toujours là, c'est celui de 1/4 des ménages des Marocains qui sont touchés par la question du handicap. On sait que le handicap est un coût, un surcoût, que les familles supportent uniquement à peu près pour le moment, et c'est une réalité qui démontre qu'il faut qu'il y ait un effort national de manière globale pour pouvoir travailler sur ce surcoût et avoir une solidarité nationale et vraiment à dégager ces familles-là de ce surcoût qu'ils supportent toutes seules depuis des années. C'est vrai, c'est un chiffre qui est éloquent, parce que quand on prend le chiffre brut de 2 200 000 personnes, c'est pas 2 200 000 personnes qui sont touchées. C'est beaucoup plus, ce sont des ménages et c'est tout l'entourage. Voilà, ces personnes ont un environnement. C'est au Guindi. De ma part, merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi de consacrer durant toutes ces émissions la thématique du handicap qui revient assez souvent dans votre émission. Donc merci Faisal, merci aussi Amélie. Alors justement, le 6,8% de Marocains concernés directement par le handicap cache derrière plus de 25% de la population qui est touchée directement et indirectement par le handicap. Donc c'est quand même le 1/4 de la population marocaine qui est concernée par le handicap. Malheureusement que le handicap n'est pas assez visible et que les politiques publiques et les prises de décision donc ne prennent pas en considération assez fort cette question du handicap. Et cette enquête de 2014 est pour nous très intéressante parce que c'est un outil de comparaison entre ce qui a été la situation en 2004 et qu'est-ce qu'elle devient en 2014. Et on constate qu'un chiffre qui a attiré essentiellement mon attention, c'est celui de la scolarité des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, le Maroc a fait énormément d'efforts pour généraliser la scolarité de ses enfants. On arrive à plus de 98% pour l'ensemble des enfants, mais malheureusement pour les enfants en situation de handicap, on est seulement à 41%. Donc ça montre l'effort énorme qu'il faut faire au niveau de la scolarité. Ça montre que encore on a des défis à faire pour qu'on puisse établir des programmes et prendre en considération cette problématique, parce que en plus de l'handicap, c'est une personne n'a pas accès à l'école, c'est d'autres charges et c'est un autre handicap qui vient. Et le taux de scolarité influence, et on va le voir, aussi celui du travail. Et
c'est un cercle vicieux de pauvreté entre l'handicap et la pauvreté et l'handicap. Alors, on a d'habitude la réponse que le handicap coûte cher, que la prise en compte des handicaps coûte cher. Alors, dans le mouvement associatif marocain, on a essayé d'inverser un peu la donne et essayer de dire, mais regardons qu'est-ce qu'on perd par la non-inclusion de personnes en situation de handicap. On y arrivera, parce que ça, c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir en incluant justement les personnes handicapées. Ce que beaucoup d'autres pays ont compris lorsqu'on a parlé d'autisme il y a quelques jours dans cette émission. Ça aussi, c'était un point central dans différents pays qui chiffraient finalement le manque d'apport des handicapés. Revenons sur la méthodologie de l'étude. Vous savez que je suis très pointilleux sur le caractère scientifique des études, quelle qu'elle soit, même quand on reçoit le HCP. Comment a été menée l'étude, juste pour qu'on comprenne exactement comment on fait ressortir un chiffre pareil? C'est quand même important sur des études de telle ampleur, sur lesquelles on va se baser, sur lesquelles des politiques publiques devraient se baser. Comment on a produit ces chiffres-là? Oui, justement, parce que et c'est ça la différence entre les deux enquêtes 2004-2014. Oui. Le nouveau cadre méthodologique, c'est le cadre du groupe Washington des statistiques et du handicap, fortement recommandé par les Nations Unies. C'est quoi ce protocole? Ce protocole recommande à tous les pays qui veulent mener des enquêtes pareilles de procéder de la manière suivante. Il y a ce qu'on appelle des questions filtres. Ce sont des questions qui touchent 6 domaines fonctionnels. La vue, l'ouïe, le déplacement, les soins personnels, la mémoire, la concentration. Ensuite, on passe à un set de questions, de ce qu'on appelle les questions complémentaires, c'est-à-dire pour affiner le degré de la situation de handicap. Donc l'enquête 2004, en fait, a appliqué la recommandation des Nations Unies, c'est-à-dire le protocole du groupe Washington. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'enquête 2014 a travaillé sur un échantillon de 10 000 ménages. Par contre, l'enquête 2014, 16 000 ménages, c'est important. L'enquête 2004, c'était sur 10 régions géographiques. Celui-là, c'est la couverture nationale territoriale, donc c'est 16 régions. L'ancien découpage, bien sûr. Oui, vous savez, donc, au niveau méthodologique. Et le point fort de cette enquête, c'est qu'on s'est référé à la définition de la Convention internationale qui a été ratifiée par le Royaume du Maroc en 2009. Et cette définition, c'est plus le corps et la définition, c'est beaucoup plus barrière de l'environnement. Et ça, c'est le courage du Maroc de s'inscrire dans un nouveau concept du handicap. C'est plus le handicap, c'est l'affaire de la société, c'est l'environnement, c'est les barrières, c'est la législation, c'est le bâti physique, c'est les stéréotypes, c'est le regard, etc. Donc voilà un petit peu les références et le cadre méthodologique de l'enquête 2014. Par rapport aux chiffres, vous savez que avant c'était... Avant les chiffres, j'aimerais juste revenir sur la définition du handicap. Toujours intéressant de revenir sur cette définition de handicap. On peut croire que tout le monde peut définir un handicap, alors que c'est pas vrai. Lorsqu'on voit les chiffres, on voit bien qu'il y a handicap léger, modéré à sévère ou lourd, etc. La définition même du handicap qui a été prise convient aujourd'hui. C'est une définition qui est mondialement admise. Effectivement, je crois que je crois que c'est l'une des évolutions majeures qu'on peut trouver au Maroc, c'est au niveau de la conceptualisation du handicap et de ses approches. On sait que actuellement sur l'arsenal juridique toujours en cours, celui de 93, la loi de protection des personnes handicapées de 93, la définition est purement médicale. Et médicalisé, c'est-à-dire il focalise sur la déficience. Il y a une petite définition qui a été déjà entamée, une petite ouverture au niveau de l'enquête 2004, où on a repris la définition de la loi de 93 qui dit que une personne qui présente une déficience permanente dans son corps. Et ça s'arrête là. Dans la définition de l'enquête quand même, on a rajouté que en interaction avec l'environnement ou des barrières, ça aggrave le handicap. C'est-à-dire qu'un déficit moteur, je prends un exemple, un déficit moteur qui pourrait être considéré comme léger, peut devenir quelque chose de modéré ou lourd en fonction de l'environnement où il se trouve. Absolument. Exact. En fait, je peux rajouter, en fait, c'est que la barrière qui se trouve à l'environnement l'empêche d'exercer sa participation sociale, d'accéder à des services, de faire ses habitudes de vie de manière ordinaire. Et c'est cette non-participation sociale qui
qui est le handicap en fait. Parce que quelqu'un qui a une déficience et qui a un environnement qui est accessible dans tous le sens du terme, il peut participer socialement de manière ordinaire et de manière normale. Donc il n'y a pas que la déficience et la barrière dans l'environnement, mais aussi le non-accomplissement des droits et de la participation sociale. Justement, pour la définition, c'est très intéressant à ce que la définition élaborée par les Nations Unies de la Convention soit adoptée par l'enquête. Ça permet d'avoir donc cette définition plus large et qui correspond à la définition de droits humains et des droits des personnes en situation de handicap. Et aussi, comme vous le dites, c'est Faisal, c'est qu'une personne en situation de handicap légère ou lourde, donc souffre énormément à cause des barrières qu'il peut rencontrer au quotidien dans son quotidien, soit pour accéder à des services publics, pour accéder à des lieux publics. Et si on revient encore à ce qui ressort soit de l'enquête de 2004 ou d'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes en situation de handicap qui déclarent que leur handicap se renforce et il y a une implication de leur handicap à cause de la non-accessibilité des lieux publics, de l'école, des universités. Il y a même des personnes qui étaient obligées d'arrêter leur école tout simplement parce que l'école n'est pas accessible. Et aussi parce qu'il n'y a pas une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Alors c'est justement pour cela, pour l'appellation, donc on parle de personnes à besoins spécifiques, de personnes handicapées, alors que l'appellation au niveau des Nations Unies, c'est les personnes en situation de handicap. Et là, qu'est-ce qu'on remet en cause? On remet en cause tout simplement le fait que la personne n'est pas responsable de son handicap. La personne, il a un handicap, c'est une différence, il faut la prendre dans ce genre-là, mais il faut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais moi en tant qu'autorité publique, en tant que décideur politique, pour justement simplifier la vie à cette personne? Et on a l'image qui montre que, à cause des trottoirs qui sont faits, eh ben, la personne se trouve éliminée de toute participation sociale ou active à son activité. Donc cette définition, pour nous, c'est large. Alors ça va permettre tout simplement, lorsqu'on établira des politiques publiques et lorsqu'on prend en considération, d'aller plus loin dans nos programmes, d'aller plus loin dans notre stratégie et dans nos stratégies pour justement essayer de remédier à tous ces problèmes et de terminer avec l'approche médicale et d'aller plutôt vers l'approche droit. Et la responsabilité se met ailleurs et pas chez la personne. Justement, juste par rapport à l'assise juridique aujourd'hui, la loi qui est 07-92, c'était une définition médicale. C'est-à-dire que l'handicap, c'est la déficience. Quand le corps est en situation de déficience organique. Maintenant, la loi cadre 92... Pas seulement le corps. Exactement. C'était le niveau. Oui. Maintenant, la loi cadre 90-13, qui a été maintenant approuvée par les deux chambres du Parlement le 8 avril 2016, donc il n'y a même pas 2 semaines, a justement adopté cette définition interactionniste, qu'on appelle interactionniste, c'est-à-dire... Je vous donne un exemple pour que les téléspectateurs puissent comprendre la nouvelle définition. Le modèle médical, si on prend un chauffeur de camion et un pianiste, si on prend un chauffeur de camion et un pianiste, au niveau de la participation sociale, imaginons qu'ils ont le revenu, c'est conduire le camion, l'autre c'est faire de la musique. Du moment qu'il y a ce qu'on appelle l'amputation de l'index, ils auront le même certificat médical. Oui. C'est-à-dire au niveau médical, au niveau organique, ils ont le même degré, si on peut dire. Par contre, au niveau de la traduction sociale de la déficience, le chauffeur de camion pourrait continuer à quand même conduire, donc son revenu n'est pas touché et sa participation sociale n'est pas touchée. Par contre, le pianiste, voilà. On peut rajouter d'autres exemples. On parle d'IPP relative, c'est ça? Quand on parle d'incapacité permanente, il faut que ça soit pondéré par l'activité génératrice de revenus de la personne. Exactement, et surtout pondéré par le niveau de participation sociale. C'est pour cela que les barrières peuvent aggraver la situation de handicap. Quand on a un manque d'accessibilité, qu'on a un texte juridique qui ne favorise pas la scolarisation, on est devant des barrières, et ces barrières aggravent. On n'est plus dans le corps, on est beaucoup plus dans la vision, dans la politique et dans les habitudes de vie. Voilà donc... Juste je fais une petite transition par rapport à l'importance de cette enquête nationale. Elle est d'autant plus importante qu'on n'a pas de système d'évaluation du handicap, justement. C'est un énorme manque parce que l'enquête nationale
D'ailleurs, le Maroc a cette chance d'avoir cette enquête nationale de 2004 et celle-ci maintenant, parce que je crois que c'est la seule expérience qui existe depuis une dizaine d'années qu'ils essayent de faire une autre en Algérie, en Tunisie ou ailleurs. Et déjà, c'est très important parce que ça nous donne une idée, une image sur la situation des personnes en situation de handicap. Mais on n'a pas un système d'évaluation du handicap qui se fait de manière automatique dans d'autres pays et avec un système d'information qui permet d'avoir la base de données, entre guillemets, des personnes qui ont une déficience ou qui ont un certain degré de déficience ou de handicap. Donc, par le manque de ce système-là, l'enquête devient vraiment vitale. En attendant qu'il y ait un système beaucoup plus performant qui pourrait nous donner une base de données dynamique, évolutive et qu'on peut analyser au fur et à mesure que les gens viennent dans des centres d'évaluation, de diagnostic, etc. et qui rentrent dans la base de données. Alors, j'aimerais parler des chiffres quand même, parce que cette étude a montré un certain nombre de chiffres. Le premier chiffre que l'on remarque, alors on a pris les chiffres de 2004. En 2004, on était à 5,12% de la population marocaine, donc 1,5 million de personnes. Et là, on est quand même à 2 264 672 Marocains, selon les résultats de cette enquête, soit 6,4. On est à 1,3 en plus. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'on explique, est-ce qu'on a derrière ça des analyses qui nous permettent de comprendre en fonction des différents types de handicap? Moi, j'ai tout de suite pensé à un chiffre que je traite, notamment dont on parle très peu à la radio, ce sont les accidents du travail, par exemple, parce qu'il y a les handicaps, j'imagine, les gens qui naissent avec un handicap et les gens qui deviennent handicapés de par le travail. Est-ce qu'on sait aujourd'hui cette dynamique malheureuse aujourd'hui, est-ce qu'on sait à quoi elle est due? Ce qui a été relevé des résultats de la deuxième enquête, c'est que on peut dire aujourd'hui que le Maroc est en train de vivre une transition démographique et épidémiologique. Transition démographique parce que la deuxième enquête a précisé que sur la tranche d'âge de plus de 60 ans, on a 33% de personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un chiffre important. Oui. La transition épidémiologique, le mode de vie a changé au Maroc sur ces dernières vingtaines d'années. Il y a de nouvelles maladies cardiovasculaires liées beaucoup plus à l'alimentation, l'hypertension, les diabètes, etc. Et ça pourrait, ce genre de maladies chroniques pourraient être les maladies invalidantes. Voilà ces deux transitions. C'est corrélé avec l'augmentation de l'espérance de vie paradoxalement, c'est-à-dire aujourd'hui on vit plus longtemps, mais en vivant plus longtemps on a l'espérance de vie en bonne santé aussi, c'est dû à ça? Oui, l'espérance de vie, le Maroc a gagné quand même des années parce que en 62 c'était 47 ans, maintenant on est à 74 ans. Mais entre 2004 et 2014, on n'a pas gagné 5 points d'espérance de vie. Mais avec un système de santé qui n'est pas parfois accessible, on pourrait vivre difficilement aussi. Par rapport aussi à une chose très importante concernant les causes. Effectivement, il y a les accidents. Tous les types d'accidents, circulation, domestique, et des accidents de travail, qui constituent quand même une deuxième cause importante du handicap au Maroc. Voilà, ça c'est à mentionner. Alors sur le chiffre, c'est vrai que sur l'origine du handicap au Maroc, donc on en a sur l'enquête de 2004 à 22,8%, c'est l'handicap est lié à des problèmes d'origine, alors que pour les maladies, 22,8% sont des handicapés, voilà, de naissance, enfin voilà. Sur des problèmes d'origine, donc, alors que sur les maladies acquises, le taux il est de 38,4%. Et les accidents, donc c'est 24,4%. Et dans les accidents, on distingue les accidents de travail, mais aussi les accidents de la voie publique. Donc là, et si on fait rien que la somme des deux, c'est-à-dire des maladies acquises et des accidents, on est à 62,8% des causes du handicap. Alors, l'handicap lié à la vieillesse et l'âge, il est à 14,4%. Donc, ce qu'on peut déduire de ces chiffres, c'est qu'on peut éventuellement, si on prend en considération assez de problèmes au niveau des personnes, et si on fait de sensibilisation pour les accidents au niveau du travail, mais au niveau de la voie publique aussi, arriver à réduire un peu les causes du handicap. Et si on va encore sur un autre volet, c'est que pourquoi il y a
ce chiffre assez important de 62% sur les causes du handicap. C'est que l'accès aux soins, il est limité à pas mal de personnes au niveau du Maroc. Aujourd'hui encore, on a des femmes qui mettent des enfants au monde alors qu'il n'y a aucun suivi, ou presque, au niveau des accouchements et des grossesses. Alors ça peut se terminer par du handicap. Et il y a aussi l'éloignement des hôpitaux et des centres de santé pour les populations. Et même une fois que la personne arrive à l'handicap, on peut éventuellement réduire la limite et la déficience de la personne s'il y a une meilleure prise en charge au début. Donc tout ça, ça nous questionne sur les causes des handicaps et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour justement réduire un peu ces causes. Et évidemment, on va en parler certainement la deuxième partie, c'est par des politiques publiques ciblées et qui vont directement pour répondre aux questions des personnes en situation de handicap dans notre pays. C'est Moustapha Zahe. Vous avez un chiffre qui vous a marqué dans les résultats de cette étude. Moi, en parcourant, on voit bien qu'il y a une certaine parité entre les hommes et les femmes. On est à peu près la même chose. Entre le rural et l'urbain, pareil. On est à quelques vraiment points de différence, mais pas beaucoup. Par contre, on a des régions qui se distinguent un peu plus que d'autres. Alors, déjà sur l'enquête 2004, le chiffre 5,12 a créé pas mal de polémiques au sein de la société civile, etc., où ils ont à peu près dénoncé le dimensionnement, le faible taux de handicap. Mais au-delà de ça, moi je crois que ça a été très intéressant d'avoir une étude épidémiologique des causes du handicap, qui sont les maladies acquises, etc., qui permettent au ministère de la Santé de mettre en place un programme Mais de toutes les manières, le handicap fait partie de la diversité humaine. Et de toutes les manières, tant qu'on diminue, tant qu'on a un bon système de santé, on aura toujours les personnes en situation de handicap, mais plutôt à cause de vieillesse ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est une donne qui, de toutes les manières, faut intégrer. Voilà, il faut intégrer dans les programmes, etc., de manière globale. Je crois que le chiffre qui a été annoncé en 2004, sur CASA, il y avait un 8,5. Et dans l'enquête, on disait que c'était plutôt le 8,5 que le 5,12. Il y avait la taille de l'échantillon, vous en avez parlé, c'est Brahim. Il y avait aussi un paradoxe un tout petit peu, c'est dans la région sud, dans l'enquête 2004, c'était 2,7%. Sur Soussma Sadra, l'Ayoun, Saqi al-Hamra, etc. Alors qu'actuellement, par exemple, l'Ayoun, c'est 13%, qui est une incidence assez grande. Donc, ça pourrait être aussi lié à la méthodologie de travail ou à la taille de l'échantillon et de la manière avec laquelle l'enquête 2004 a été soumise. Ça, c'est important, un petit éclairage, c'est Faisal, par rapport à la région de l'Orient. C'est vrai, la région de l'Orient a enregistré 13,4, c'était le taux de prévalence le plus élevé. Mais attention, grâce à la méthodologie, heureusement, parce qu'il y a les degrés de sévérité, au niveau de l'Orient, il y a 0,2% pour le très sévère. Donc, on est à... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la composante la plus importante du taux 13,2, c'est le léger à modéré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, on a bien compris, mais donc, juste pour ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir le chiffre en brut, mais il faut analyser le chiffre. Dans le 13,4 de l'Orient, le degré de sévérité, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap à degré très sévère, il n'y en a que 0,2%. Et ça, c'est très important parce que, vous savez très bien, ce sont des enquêtes qui sont axées sur le déclaratif. Vous voyez, donc, tout ça, il y a d'autres enjeux, peut-être de perception aussi. Les enquêteurs, ce ne sont pas des médecins qui vont aller à domicile faire un diagnostic médical, mais on est sur le déclaratif. Et ce genre d'enquête a donné quand même le léger, qui est très élevé au niveau de l'Orient. Par contre, le très sévère, c'est 0,2. Au Maroc, au niveau national, 0,6%. La population en situation de handicap très sévère. Et on peut parler au niveau de la politique publique à quoi ça pourrait servir les 0,6%. Alors justement, on va en parler des politiques à mettre en œuvre. Je poserai aussi la question, c'est quoi léger à modéré? Même si on a dit que ça se pondère avec cette nouvelle définition, mais c'est aussi important que les gens qui nous regardent puissent comprendre qu'est-ce qu'on considère comme un handicap léger. On peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment un handicap léger? C'est en tout cas la question à laquelle on va essayer de répondre. Et à quoi ça va servir, cette enquête, finalement? Et à quoi peuvent s'attendre nos concitoyens qui sont en situation de handicap, et aussi comment vivent les handicapés aujourd'hui au Maroc? On fait une petite pause, on revient juste après.
Les études, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est encore mieux. C'est la question qu'on peut se poser. À quoi va servir cette étude, notamment en termes de politique publique, pour mieux intégrer les concitoyens, nos concitoyens en situation de handicap? On regarde un sujet de Manal Akhdari et on en parle. Le vécu des personnes en situation de handicap, une question qui s'impose de plus en plus dans les programmes gouvernementaux au Maroc. La Constitution de 2011 a accordé une importance particulière à cette population. Elle interdit la discrimination sur la base du handicap et garantit les droits politiques, économiques, sociaux et culturels à ces personnes. Selon le chapitre 34, les pouvoirs publics doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques en faveur des personnes et catégories à besoins spécifiques. Pour confirmer son engagement en faveur de la participation sociale de ces personnes, le Maroc a ratifié en 2009 la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Le Royaume compte donc mettre en conformité sa législation avec cette convention internationale. Il a élaboré le projet de loi cadre 1397. Le texte comporte plusieurs points. Les droits fondamentaux dans les domaines de l'éducation et l'enseignement, la prévention et les soins de santé, mais aussi la formation et l'insertion professionnelle. Parmi les initiatives les plus structurées du ministère de tutelle, le programme des accessibilités mis en place en collaboration avec la Banque mondiale. Il comprend des projets de développement du cadre réglementaire des accessibilités, d'uniformisation des normes et de renforcement des capacités des intervenants dans le domaine. En revanche, la société civile aspire à des projets plus ambitieux, notamment dans le domaine de l'emploi. Le taux de chômage est très élevé chez les personnes en situation de handicap. Il est 4 fois supérieur au taux de chômage national. Quand ces personnes décrochent leur diplôme, un nouveau combat commence, car leur accès au marché du travail dépend de plusieurs facteurs socio-culturels et économiques. Selon des experts en insertion professionnelle, le faible accès des personnes en situation de handicap au marché de l'emploi est dû à plusieurs facteurs. D'abord, l'évolution rapide du marché du travail qui demande une adaptation croissante des compétences, puis les inégalités dans l'accès à l'éducation. Plus de 2 tiers, ça c'est un chiffre que j'ai vu dans l'étude, plus de 2 tiers des handicapés n'ont aucun niveau scolaire. Ça n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, justement, les causes finalement de ce manque d'intégration. On parlera de la perception aussi sociale aussi des handicapés. Est-ce qu'elle évolue? Ça c'est lorsqu'on parle de politique publique aujourd'hui, la réforme de l'éducation, on a un plan, on a une vision sur l'éducation. Est-ce que ça va être pris suffisamment en considération? Est-ce qu'on a en tout cas les moyens aujourd'hui dans cette réforme de l'éducation d'insérer les personnes en situation de handicap? Parce que quand on voit ce chiffre-là, c'est quand même assez... le tableau est assez noir. Justement, pour la réforme 2015-2030 concernant l'éducation et la formation, il y a le 4e levier qui concerne le droit à l'éducation. Et je trouve que c'est très important pour ce projet sociétal qui inscrit le droit des personnes à l'école. Et ce qui est très important à noter par rapport à la vision 2015-2030, c'est que c'est une nouvelle vision de ce qu'on appelle l'éducation intégratrice et l'inclusion dans un système scolaire ordinaire. C'est une voie maintenant qui a été optée à haut niveau. La deuxième chose importante, c'est que, vous savez, sur instruction royale, cette vision va être un projet de loi cadre. Et il y avait une commission technique qui a été présidée par le chef du gouvernement pour faire ce qu'on appelle la mise en forme juridique de la vision. Et justement, on a pu, comme on était membre de cette commission technique, on a pu intégrer les droits de ces personnes dans différents chapitres et dans différents articles avec une approche inclusive juridique. Ça, c'est important. La volonté politique existe aujourd'hui. Ce qui reste à faire, c'est comment agir et comment travailler et comment traduire ces orientations et cette volonté politique en actions concrètes, ciblées, efficaces et efficientes. Voilà le grand défi aujourd'hui. Au niveau de la scolarité, il y a un effort à faire qui est énorme pour permettre à tout enfant en situation de handicap d'avoir son droit, parce que c'est un droit fondamental et c'est un droit humain qu'il faut reconnaître à tout enfant marocain. Alors aujourd'hui, le taux, il est que de 41%,
9%, donc il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire au niveau de l'accessibilité des écoles. Il y a un effort à faire aussi au niveau de la formation des ressources humaines de l'éducation nationale. Il y a un effort à faire aussi au niveau de la formation et de la sensibilisation des responsables des écoles. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on a encore des responsables d'écoles qui refusent parfois d'inscrire des enfants en situation de handicap, tout simplement en vous disant je ne peux rien faire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire et je me trouve dans l'incapacité de gérer et d'assurer une meilleure scolarité aux enfants en situation de handicap. C'est bien d'avoir ces enquêtes, c'est bien d'inscrire tout ça dans le droit. Le Maroc a ratifié l'essentiel des conventions internationales de droits de l'enfant et tout, donc nous avons cette obligation. Et notre image en tant que pays développé et pays en voie de développement donc, va se mesurer en fonction de l'accord et de la priorité qu'on accorde à ces personnes. On ne peut pas aujourd'hui tolérer à continuer à ce que la scolarité des enfants en situation de handicap passe par des partenariats entre des associations et l'éducation nationale. On ne fait pas de partenariat pour scolariser les enfants qui n'ont pas de handicap, alors qu'on ne doit pas la faire pour les personnes en situation de handicap et pour les enfants aussi en situation de handicap. Et malgré le levier numéro 4 au niveau du programme d'urgence, on a eu des écoles qui ont demandé à des associations de payer leurs factures d'eau et d'électricité alors qu'ils sont dans une école publique et ça, on ne peut pas absolument le tolérer. Il est temps de changer. Les écoles qui ont demandé à la société civile. Et c'est même à la capitale, une association qui a des classes intégrées des CLIS dans une école publique, donc sous forme de partenariat, et un jour, ils se sont trouvés avec le directeur de l'école qui leur dit « Ah ben, vous devez payer l'eau et l'électricité que vous consommez pour les classes. » Alors, j'imagine qu'on ne le paie pas pour les autres enfants et les autres classes. Donc, alors, il faut vraiment terminer avec ça. Il faut que ça devienne obligatoire. Je sais que et ça, je précise bien que c'est pas une affaire du ministère. C'est incroyable ce que vous me dites là. Ben, oui. Et là, je tiens à préciser que c'est pas une affaire du ministère de développement de la famille. C'est une affaire transversale. C'est une affaire qui concerne l'ensemble des gouvernements. Et ça doit être inscrit dans les politiques publiques et un engagement ferme de la part des autorités marocaines pour qu'on puisse permettre à ces enfants d'aller à la scolarité. On a vu que la semaine dernière avec l'émission sur l'autisme, comment lorsqu'il y a une meilleure prise en charge, ces personnes dépassent tout handicap. Et on l'a vu dans d'autres pays. Donc il est temps que notre pays change à ce niveau. Là, et l'emploi aussi, il y a des choses à dire. On en revient aussi sur la perte. Sur la scolarité, parce que c'est quand même la base. C'est la base, absolument. C'est la base. Et voilà, alors la question, est-ce qu'on... Je vais essayer de formuler ma question en n'étant pas trop abrupt. On a mis le doigt sur les maux de notre éducation nationale. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer Monsieur le ministre il n'y a pas si longtemps sur un plateau de radio. On voit tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que finalement, ce qu'on demande tout simplement, c'est que même dans l'état actuel de notre éducation, c'est que les handicapés ou les enfants en situation de handicap soient intégrés dans ce système avec ses maux et ses faiblesses comme n'importe quel autre Marocain. C'est surtout ça. Il ne faut pas attendre qu'ils s'améliorent avant de les mettre. Exactement. Oui. De dire, ok, on attend qu'on scolarise les autres avant de scolariser les personnes handicapées, on va y arriver après, ou de dire qu'on n'a pas les conditions nécessaires pour qu'ils accèdent à l'école. Je crois qu'actuellement, 59% des enfants marocains qui ne sont pas à l'école en situation de handicap, ça n'est pas acceptable parce que ça déteint sur tout le reste. L'école joue un rôle, malgré toutes les critiques qu'on peut donner à notre système éducatif, l'école, c'est pas que de lire et écrire, c'est aussi toute l'intégration sociale, d'avoir des amis, de jouer, etc., etc. Du coup, par exemple, chez nous, dans les centres, la prise en charge des enfants, les enfants qui sont dans des écoles ordinaires, ils évoluent beaucoup plus rapidement. Ils sont beaucoup plus intégrés dans leur quartier, etc. C'est un des droits fondamentaux qui, s'il n'est pas acquis, on n'aura pas accès ni au travail, ni à la formation professionnelle, ni au reste, ni aux loisirs, ni rien du tout. Je crois actuellement que c'est une urgence, la scolarisation, et qu'on ne peut pas donner des raisons techniques. Je vous donne un exemple très simple, c'est pour ça aussi que les enquêtes sont assez intéressantes. C'est que le handicap lourd, très sévère, c'est que 0,6% de la population.
Donc il ne faut pas se dire que tous les autres handicaps qui font la majorité finalement des personnes en situation de handicap sont des choses qui sont entre guillemets facilement gérables avec quelques aménagements. Ils peuvent être à l'école de manière ordinaire. Je crois que c'est une transition qu'il faut faire, mais il faut, à mon sens, avoir la volonté politique et les moyens qui vont avec, et aussi rapidement que possible. Justement, nous avions eu l'occasion de partager avec le Conseil supérieur notre vision concernant la scolarisation. Notre vision est la suivante, et ça recoupe ce qui a été dit par mes amis Sidi et Zahir, c'est que la problématique de la scolarisation est la suivante. D'abord, il y a quel système pour quel type de handicap. Il y a trois alternatives dans le monde. Soit la scolarisation dans un circuit ordinaire et dire, voilà, c'est l'école ordinaire et que tout enfant en situation devrait prendre sa place comme les autres enfants. Et il y a une deuxième alternative, c'est créer des structures spécialisées. Il y a une troisième possibilité, c'est combiner entre les systèmes. La vision du Maroc aujourd'hui, qui a été préconisée et proposée même dans la politique publique, c'est que comment faire la mise en articulation entre les trois dispositifs. Les structures spécialisées, avec un certain niveau de qualité de prestation, les classes de qualification et ce qu'on appelle les CLIS, les classes d'intégration scolaire, il faut redéfinir leur mission pour qu'elles soient des classes préparatoires, et la scolarisation dans les classes ordinaires. Alors les trois dispositifs, il faut faire ce qu'on appelle une mise en musique ou en articulation. Deuxièmement, c'est travailler sur les programmes, adapter les programmes scolaires. Parce que, comme vous le savez, le grand défi, c'est le curriculum, c'est les curricula, parce que quand on élabore un programme scolaire, on s'adresse à un enfant qui ne tombe pas malade, c'est ce qu'on appelle l'enfant épistémique, pas l'enfant psychologique. Non, quand on élabore un programme, il y a toute la population, il y a des gens surdoués, il y a des gens moins doués, il y a les intelligences multiples. L'école, c'est l'école pour tous. Il y a l'intelligence motrice, mentale, intellectuelle. Troisième défi, ça concerne les textes juridiques. Aujourd'hui, avec la Constitution 2011 et son préambule, comme vous le savez, c'est Faisal, qui bannit toute discrimination fondée sur le handicap. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un directeur ou directrice Alors justement, j'avais posé cette scolarisation. question. Juridiquement, aujourd'hui, un directeur d'école tel que celui-ci, aujourd'hui, a le droit de refuser un handicapé, l'accès d'un handicapé. Mais juste, si vous permettez, la loi cadre 97-13, il y a un article très important qui pénalise les personnes qui refusent l'accès de tous citoyens et citoyennes. On a pris la même... Pénalise comment? C'est la même... C'est coercitif ou c'est une amende ou c'est lourd? Ça peut aller... Il y a déjà un article, je crois, dans le code pénal qui pénalise de 5 ans de prison, si je ne me trompe pas. Le malheur, c'est... Toute personne ne feront pas un service discriminé sur la base du handicap. Donc, le malheur, c'est que lorsqu'on a affaire à des mamans, surtout, qui rencontrent ce genre de réponse, donc ils ne connaissent pas le droit, ils ne connaissent pas cet article. Alors, ils reviennent vers les associations. Et lorsque les associations entrent en contact avec les directeurs pour leur dire « donnez-nous » et ratifier le refus par écrit, ben, tout de suite, la personne dit « ah non, je ne peux pas, donc il faut revoir le rectorat, mais on finit par inscrire. Mais on ne peut pas être derrière tout enfant, il faut que ça soit automatique. J'essaie juste de mettre quelque chose de concret pour qu'on puisse visualiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la majeure partie, vous l'avez dit, vous l'avez bien souligné, ce sont des handicaps légers à modérés. Oui. Alors, léger à modéré, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut? Je prends l'exemple d'une école, mais après, s'il nous reste du temps, on pourra parler de l'entreprise et de l'accessibilité. Qu'est-ce qu'il faut dans une école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que ce sont des choses extrêmement coûteuses? Est-ce que ce sont des infrastructures coûteuses? Je pense à un enfant malvoyant ou non-voyant a toutes les capacités d'être un élève comme les autres. Malentendant, j'imagine qu'il faut aussi la capacité de communiquer avec lui. Et puis il y a les handicapés moteurs où il y a besoin d'accessibilité tout simplement. Est-ce que j'essaie de schématiser, mais en gros c'est ça? Juste pour vous donner un exemple. Oui. Il y a des études scientifiques au niveau mondial, c'est des études comparées entre le dispositif spécial, ça veut dire avec un bâti, des constructions, des centres, etc., et la scolarisation de le milieu ordinaire. Qu'est-ce qu'on gagne dans la scolarisation ordinaire? Il y a un impact économique, ça coûte moins cher. Forcément. Inclusion. Deuxièmement, et ça c'est très important, c'est qu'au niveau de l'autonomie, l'accès à l'autonomie, ça se fait le plus tôt possible. C'est la citoyenneté. C'est-à-dire, l'enfant apprend à se faire sa place dans la petite communauté scolaire. C'est-à-dire, il se prépare
à la vie sociale. Contrairement quand il est enfermé dans une structure spécialisée. Donc l'État gagne moins de dépendance, plus d'autonomie, et la famille s'investit dans certaines choses. Troisièmement, et c'est très important, c'est que ces personnes, imaginons les 2 millions qui vont participer dans les circuits de la production du pays, c'est-à-dire la production socio-économique. L'école reproduit la société, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un moment, quand ils seront en dehors de l'école, il faudra qu'ils travaillent avec les mêmes personnes dans un milieu social. Pour revenir à votre question, moi je suis dans l'enseignement. Oui. Donc il y a quelques années, on était affecté dans un nouveau lycée et le premier jour, j'arrive, il n'y avait pas d'accessibilité. Donc étant moi-même handicapé, j'ai posé tout de suite la question. Les gens ne voient pas, vous avez des béquilles. Voilà, donc je pose tout de suite la question à l'architecte et au responsable administratif. Ils m'ont dit, on a oublié. Donc du coup, on a rectifié, on a changé. Et on a eu, la même année, une enfant en fauteuil roulant. Et grâce à cette accessibilité et à la volonté des responsables de l'école de mettre toujours sa classe au niveau du rez-de-chaussée, cet élève a été classé première au niveau de l'Académie de Casablanca, au niveau de la gestion administrative des entreprises. Et aujourd'hui, elle fait sa 2e année à l'ISCAE. Donc, cela montre tout simplement qu'un simple aménagement qui coûte 3 fois rien, et que normalement on n'a pas été, qui permet de faire des talents et de faire des personnes qui s'intègrent facilement dans la vie active. En plus de ça, le fait, comme le dit Saïd Ibrahim, de permettre à des enfants et à des personnes en situation de handicap d'accéder aux écoles ordinaires, c'est tout simplement préparer les nouvelles générations et préparer ces enfants et ces écoliers à une meilleure inclusion de l'école. Demain, il y aura des responsables des ressources humaines parmi ces personnes. Donc on ne trouvera pas assez de problèmes pour les convaincre de l'utilité d'intégrer et d'employer des personnes en situation de handicap. Mais si on va vers des guitos, évidemment que ça sera invisible, il est déjà invisible, et on va créer tout simplement des personnes, on se posera toujours la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Et on en revient tout à l'heure, c'est la réponse aussi qu'on reçoit parfois lorsqu'on va taper au poste des directeurs des ressources humaines pour employer des personnes en situation de handicap. Juste pour donner je reviendrai, j'ai pas eu tout le temps d'approfondir cette enquête-là, mais celle de 2004, la cause de la non-scolarisation des enfants, si on associe les familles qui ne font pas de démarche, les directeurs qui disent non, les enseignants qui disent que j'ai 30 élèves et que je n'ai rien à faire avec celui-là, ou les enfants, on est à 49%. Rien que la perception négative du handicap est une énorme barrière à cette intégration scolaire. Et je crois qu'il y a un travail de sensibilisation à faire, d'ailleurs l'intérêt des émissions comme celle-ci, mais au niveau du grand public, mais aussi des mécanismes coercitifs au sein de l'administration, notamment l'éducation nationale, pour que cette liberté de ne pas accepter les gens chez les directeurs ou les enseignants puisse arrêter. Parce que ça cause des dégâts pour toute la vie d'une personne. En parlant de perception, oui, c'est rapidement. Par rapport à la connaissance des droits, la 2e enquête a donné un chiffre qui nous interpelle aujourd'hui. 10% des personnes en situation de handicap qui connaissent leurs droits. Seulement. C'est grave. Oui, c'est grave. Alors, je vous parlais de la perception et j'ai Mimoun, j'ai plusieurs réactions sur la page Facebook, notamment Mimoun qui nous dit pourquoi, dans un pays musulman comme le nôtre, les personnes atteintes d'un handicap sont souvent traitées comme des individus devant faire l'objet de charité et non considérées comme des citoyens. On est encore aujourd'hui dans cette perception. Malheureusement, on est encore dans cette perception qui est renforcée par la société parce qu'on dit miskin, et on considère que ce regard et ces stéréotypes renforcent encore cette marginalisation des personnes en situation de handicap. Et on est tous responsables à ce niveau de véhiculer ce message de charité et ce message de fatalité parfois au niveau de l'handicap, alors que on peut changer notre regard tout simplement en faisant passer de très belles expériences, de trop beaux exemples de personnes en situation de handicap qui ont réussi et qui donnent l'exemple de réussite lorsqu'il y a une meilleure prise en charge, et aussi parce que durant longtemps on a marginalisé les personnes en situation de handicap. Ça a été invisible. Donc lorsqu'on voit un handicapé, malvoyant, non-voyant, sourd-muet, ou un handicapé physique ou un handicap mental, tout de suite
on est dans le virtuel, je sais pas, c'est une punition de Dieu, c'est machin, donc, mais il faut terminer. Alors justement, et là c'est le rôle des médias essentiellement et de l'audiovisuel pour changer un peu ce regard-là et arrêter de lier l'handicap notre comportement, arrêter de le lier parce que nous sommes musulmans ou pas musulmans, nous sommes des êtres humains et on doit donner à ces êtres humains leurs droits et leurs plein droits. Est-ce que alors je reviens sur la perception, des mettre en valeur tout à l'heure, vous avez parlé d'une jeune femme qui a pu ensuite être major de promo, parce que est-ce qu'on doit passer nécessairement, je pose la question et là je vous donne mon ressenti, quand j'ai reçu Joseph Chovanec qui est atteint du syndrome d'Asperger et qui est absolument brillantissime, qui est polyglotte, qui parle 8 langues, est-ce qu'on est obligé de passer pour que les handicapés soient acceptés dans la société par des exemples absolument extrêmes d'intelligence? Est-ce que ça serait pas contre-productif alors qu'on essaie justement de les intégrer dans la société? Est-ce qu'il faudrait pas justement montrer que ce sont des personnes comme tout le monde et que pour être accepté, on n'a pas besoin d'être un handicapé surdoué? Moi, ça me gêne, je vous le dis, mais après... Mais vous avez parfaitement raison. Et en fait, pour nuancer un tout petit peu, c'est vrai que la question de la charité est une vision individuelle parce que c'est très subjectif le contact avec la peur qu'on a de la situation du handicap et de la déficience. Maintenant, je crois que on peut pas l'institutionnaliser. C'est surtout ça. C'est-à-dire que les gens, dans cet élan de solidarité, etc., c'est très bien. Moi, je trouverais rien à redire. Les gens qui participent aussi, je crois que la plupart des associations qui gèrent des centres actuellement, ils sont à 20% de leur financement qui viennent de gens comme ça, qui ont ce sentiment de vouloir aider. C'est un élan de solidarité qui est assez intéressant. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse traiter l'image de la personne en situation de handicap, pas dans les extrêmes, mais c'est des gens qui peuvent aller à l'école, échouer, réussir, comme un peu tout le monde. Et je crois que c'est un travail à approfondir au niveau du Maroc, à faire de manière massive. Et l'État a une responsabilité aussi. On a un ministère de communication. Je crois qu'il y a actuellement, juste aujourd'hui, il y a un réseau associatif du Nord qui travaille sur une charte. Avec les médias, avec des formations des journalistes, etc. Et je crois qu'il y a un travail assez important à faire à ce niveau-là, parce que la bataille ou la guerre se gagnera là, au niveau de la perception. Parce que, in fine, on peut changer les lois, on peut changer beaucoup de choses, mais la perception, c'est un travail à faire et c'est un travail de longue haleine. Et juste pour revenir à la perception, communication, puisqu'on en parle, l'enquête nationale, là, je crois que c'est l'une des premières choses à faire avant de penser politique publique, c'est de mettre à la disposition de plus grand monde ces résultats-là. Par exemple, je vous donne des exemples très simples. Actuellement, on a des régions, des nouvelles régions qui ont des règlements, qui vont travailler sur des plans régionaux de développement. Il faut qu'ils aient ces données-là pour qu'ils puissent les intégrer dans leur politique publique. Que ce soit un effort collectif. On voit, on a des disparités par région. Exactement. Donc, et puis qu'on puisse vraiment véhiculer l'enquête 2004, par exemple. Moi, j'étais à Ouarzazate dans le temps. Et quand on parlait avec un délégué de la santé ou un délégué de l'éducation, il ne savait pas, il ne connaissait pas l'enquête. Donc c'est nous qui lui ramenons l'enquête, qu'on puisse discuter. Et je crois que c'est un effort à faire et rapidement pour que les gens puissent avoir ces données-là. Alors justement rapidement, parce que cette semaine, on est en train de travailler sur le plan d'action. Donc la politique publique, comme vous le savez, elle a été approuvée par la commission ministérielle le 24 novembre. Aujourd'hui, on a fait un tour de 22 secteurs gouvernementaux pour décliner la politique en plan d'action sectoriel. Donc aujourd'hui, l'utilité de l'enquête, c'est ça, c'est mettre des indicateurs de suivi, de résultats et d'impact en ayant comme valeur de référence la situation qui a été décrite par l'enquête. Voilà une première utilité à faire. Deuxièmement, quand les secteurs gouvernementaux intègrent la dimension de handicap dans leur stratégie sectorielle, ça permet de travailler cette approche inclusive, transversale, parce que le handicap, ce n'est pas l'affaire du ministère de la Solidarité, mais c'est l'affaire de tout le gouvernement, de tout pays, y compris les acteurs territoriaux
qui doivent quand même intégrer le handicap dans leur schéma. Je veux revenir juste par rapport aux stéréotypes culturels qui est une grande barrière. Ça existe, cette barrière culturelle, dans tous les pays, bien sûr. C'est le regard, c'est l'autre, c'est la différence. Mais au Maroc, je crois qu'il y a 4 cibles dans l'enquête. Il a ciblé 4 catégories à travailler, cette stéréotypée. D'abord, la première ligne de contact, c'est les professionnels de la santé. Il faut qu'on fasse très attention à ce que les médecins fassent un bon diagnostic et annoncent de manière pédagogique le diagnostic aux familles et les orientent. Parce que, attention, vous savez que le médecin, c'est le premier qui annonce le handicap. Et le mot handicap est prononcé par le professionnel de la santé. La manière engage toute la vie et le parcours de la personne. Quand un médecin dit à la maman et au papa que votre enfant trisomique ne pourrait pas apprendre à lire, ni écrire, ni marcher, etc., donc ça renforce ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que toute la famille s'inscrit dans la fatalité. La deuxième catégorie, c'est les professionnels d'éducation qui sensibilisent les citoyens de demain. Ici, Idir a parlé de l'importance de la communauté scolaire à sensibiliser, à faire véhiculer cette communauté de cohabitation, de tolérer la différence. Troisième catégorie, c'est les gens du cinéma, du théâtre. Arrêtons de faire des blagues, des pièces de théâtre sur le handicap pour faire rire les gens. C'est très dangereux. Il y a un effort à faire. Et les médias. Et les médias, c'est très important. Il ne faut pas zoomer sur la charité, faire pleurer les gens. Pour le handicap, c'est beaucoup plus, les grands succès aussi, c'est les performances et c'est les échecs aussi. C'est une personne, vous savez que le handicap dans la Convention internationale, ça fait partie de la diversité humaine. C'est comme toute personne humaine. On pourrait échouer et gagner et réussir comme tout être humain. Je peux vous poser une question personnelle, c'est vrai. Non, mais je vais vous poser la question. C'est la deuxième fois que vous venez sur ce plateau. Vous êtes investi de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'il faut être touché pour pouvoir être investi dans cette problématique des handicapés? Être touché... Non, mais je pose la question parce qu'à chaque fois que vous venez, vous êtes investi et vous y croyez vraiment. En tout cas, ça fait plaisir, moi je vous le dis. Mais non, mais c'est vrai sur un sujet comme ça. Parce que je suis pas persuadé, mais convaincu de l'approche droit de ces personnes, comme tous citoyens, qu'ils ont le droit à vivre ensemble. Alors, justement, approche droit, il nous reste vraiment quelques minutes, la loi. Cette loi qui pose quand même certains problèmes à certains membres de la société civile. Où est-ce que le bas blesse? Alors, pour nous, donc, le bas blesse au niveau de l'application de ce qui est inscrit dans cette loi. Le bas blesse, on avait demandé des amendements, donc il y avait pas mal d'amendements adoptés au niveau de la Chambre des conseillers. Pas assez lors du passage au Parlement. On avait 3 amendements phares qu'on avait demandés. Donc malheureusement, on ne se retrouve pas. On avait demandé à ce que le gouvernement s'engage sur une date butoir pour ressortir l'ensemble des renvois sur cette loi. Cette loi est composée de 26 articles et il y a 11 renvois, donc sur des projets et des décrets. On avait demandé tout simplement à ce que le gouvernement dit, dans 2 ans, dans 3 ans, dans je ne sais pas, on s'engage à faire ressortir l'ensemble des décrets et des renvois. On avait demandé aussi, et ça revient aux politiques publiques, parce que c'est bien d'intégrer le handicap dans les politiques publiques, c'est bien de parler de tout ça, mais il faut se donner les moyens. Alors justement, à ce niveau, on avait demandé à ce que la composante handicap soit intégrée lors de l'élaboration de la loi de finances de chaque département. Comme ça, on a un engagement, on a des moyens financiers alloués à la cause des personnes en situation de handicap, et on a par la suite un critère d'évaluation à la fin de l'année budgétaire, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Alors, et on avait demandé aussi à ce que la société civile, à travers ces différentes coalitions, ces différents réseaux, ces différents mouvements, soit impliquée lors de l'élaboration de ces décrets. On connaît un peu plus le terrain, on est dans le terrain, et on a une expérience modeste, chacun a apporté, et on aimerait bien la mettre à la disposition des responsables politiques pour qu'ils puissent prendre ça en considération. Alors, j'aimerais bien dire un chiffre. On avait fait une enquête en 2010 sur le coût de la non-insertion des personnes en situation de handicap. Alors, le Maroc
perd 9 milliards de dirhams à cause de la non-inclusion des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose comme 2% de son PIB. Alors comment on perd ce chiffre-là alors qu'on a besoin d'un taux de croissance assez élevé? Tout simplement parce qu'on ne prend pas en considération les besoins. Il y a pas mal de personnes qui sont donc marginalisées, qui sont en dehors du marché du travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a des parents, essentiellement des mamans, qui quittent leur travail tout simplement parce qu'ils ont des enfants handicapés. Donc c'est un manque à gagner aussi pour les personnes. C'est ce qu'on disait en début d'émission, ce n'est pas 2 200 000. Le chiffre à retenir, c'est bien un quart des ménages qui sont touchés et ça explique l'impact que ça a sur la société marocaine. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Une prochaine émission, bien sûr, sur le sujet. Excellente soirée sur Médien TV. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route et je vous dis à demain.